Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 5 octobre 2021. Vincent Gann, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi matin. Bienvenue, installez-vous confortablement. Nous avons quitté un mois de septembre particulièrement volatile, avec des chocs sur les actifs risqués liés à un certain nombre de thèmes d'inquiétude fondamentale que je vais vous résumer dans un instant. Car ils impactent le cours du Bitcoin, ils peuvent même impacter son statut. Je vais y venir lorsque je vais parler de cette inflation qui s'accélère sur les matières premières énergétiques. Alors voilà, donc très heureux de vous retrouver comme chaque mardi matin. Au passage, si mon travail vous intéresse, sachez que vous pouvez me retrouver chaque matin sur le groupe privé Cryptost. Vous avez toutes les informations qui sont dans la description, c'est juste en dessous de la vidéo. Et ça vous donnera accès donc à ces informations. Voilà. Alors, mois de septembre, ou en couleur, inflexion haussière de la courbe des taux d'intérêt, sur fond de nouvelles anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui devrait, soit en novembre, soit en décembre, commencer à ralentir le rythme mensuel de ses achats d'obligations, et puis l'année prochaine, commencer à reprendre un cycle haussier de ces taux d'intérêt. Alors, cela a impacté les marchés actions qui semblent vouloir d'ailleurs terminer leur correction en place depuis les mi-août, début septembre. 5 à 10% de baisse en fonction des marchés. Au passage, cette semaine, le temps fort fondamental, c'est vendredi à 14h30 le rapport NFP, Non-Farm Payrolls, le rapport sur le marché du travail américain. C'est crucial pour la Fed, notamment dans son timing de resserrement monétaire. Mais donc, l'inflexion haussière des taux d'intérêt, les nouvelles perspectives de politique monétaire, l'inflation des matières premières énergétiques qui s'accélère, certains parlent déjà d'hyperinflation, difficultés logistiques mondiales en termes d'approvisionnement en matières premières, notamment en Chine, vous l'avez suivi, la Chine qui a dû faire fermer certaines activités car elle n'a pas eu suffisamment de charbon pour alimenter ses centrales électriques. Oui, en Chine, 60% de l'électricité est encore produite à base d'énergie fossile, à base de charbon, et elle n'en avait pas assez chez elle, elle ne pouvait pas en importer non plus. Il y a des difficultés politiques avec l'Australie sur ce sujet, mais bref, ça a créé des goulets d'étranglement qui sont toujours en place, et ça ne concerne pas que la Chine d'ailleurs. Et c'est un souci, d'ailleurs, c'est ce qui explique en partie l'accélération de la hausse du prix des matières premières énergétiques. C'est donc ce thème de, l'hyperinflation matières premières, on ne va pas exagérer, le baril de pétrole n'est pas encore à 100$, mais ça accélère, je vais vous montrer quelques graphiques sur ce sujet, et bien sûr, la Chine qui, en septembre, a tapé sur les crypto-monnaies, sur la blockchain publique, sur la spéculation en général. Mais on verra que finalement, le hash rate continue de remonter depuis le printemps dernier. Et donc ça fait quand même beaucoup d'éléments fondamentaux qui ont impacté le cours du Bitcoin, mais voilà, depuis fin septembre, début octobre, il semble se montrer étanche à tout cela. Alors certes, le marché action se stabilise, mais la volatilité quand même reste à un niveau supérieur à ce qu'elle était ces derniers mois. Les taux d'intérêt continuent de remonter et les matières premières énergétiques continuent d'accélérer. Que se passe-t-il ? Certains voient déjà que le statut de Bitcoin sera en train de changer. Vous savez, hedge contre l'inflation, couverture contre l'inflation, le rôle historique de l'or, qu'aurait peut-être maintenant le Bitcoin. En tout cas, il est vrai que depuis quelques séances, le marché résiste plutôt bien, a résisté plutôt bien d'ailleurs aux annonces de la Chine, à la volatilité du marché action, à la poursuite de la quantification de la courbe des taux d'intérêt. Alors bon, c'est pas le débat que nous allons faire aujourd'hui, mais voilà quelque chose qui est intéressant et qui va donner du grain à moudre à ceux qui argumentent en faveur du bull run. Voilà, alors j'ai beaucoup d'éléments à vous montrer, de graphiques, donc je vous propose de passer directement aux illustrations, puisque ça fait déjà 4 minutes d'introduction. Alors c'est parti. Donc le chiffre fondamental majeur de la semaine, vous l'avez compris, c'est le rapport NFP, c'est vendredi à 14h30. Bon, on ne va pas trop tergiverser dessus, c'est vendredi. Alors nous quittons un mois de septembre particulièrement volatile, je vous remonte brièvement ce graphique. Septembre 2021 s'inscrit dans la saisonnalité, performance moyenne ici du S&P 500, performance moyenne par mois du cours du Bitcoin. Septembre en général est le pire, septembre est le pire sur le BTC, ça s'est confirmé pour septembre 2021. Le schéma a été respecté, mais ça ne veut pas dire
on va respecter aussi octobre. Ce ne sont que des moyennes, parfois nous nous en écartons. Mais voilà, ici un argument que mettent en avant les défenseurs du bull run. Après septembre, octobre serait un bon mois. Bon, bref. La saisonnalité peut être intégrée dans l'analyse de marché, mais avec un peu de recul. Autre élément que je souhaitais... Non, ça c'est pour plus tard. Alors, il y a plusieurs thèmes d'inquiétude fondamentale. Je ne vais pas revenir ici sur les corrélations avec les indices boursiers, avec le cours du dollar, avec la pontification de la courbe des taux d'intérêt. Je vais moi insister aujourd'hui sur ce qui se passe sur les matières premières, car il y a un vrai sujet. Il y a une vraie problématique de logistique, il y a une vraie problématique d'approvisionnement de matières premières. C'est très grave en fait. La crise sanitaire a bouleversé le transport, l'alimentation, de toutes ces usines qui ont besoin de matières premières pour fonctionner. Et avec en plus la reprise économique mondiale, voilà les conséquences. Envolée du prix des matières premières énergétiques, le gaz naturel. Ici, je vais vous le montrer en données hebdomadaires, s'envole. Le prix du pétrole aussi. Le prix, alors, ici vous avez le contrat futur charbon chinois qui s'envole aussi. Et voilà ce qui a expliqué ici une partie de la volatilité en septembre. Je vais vous montrer un graphique en données mensuelles sur le cours du pétrole, assez percutant. D'un point de vue technique, il y a eu une cassure technique haussière majeure ces derniers mois sur le cours du pétrole. Et les 100 $ semblent techniquement à portée de main. Donc les banques centrales disent que cette inflation est provisoire, mais techniquement, ça semble vouloir plutôt s'installer dans le temps. Alors, est-ce que les opérateurs cherchent déjà à se couvrir contre cette accélération de l'inflation? Est-ce que les banques centrales vont vraiment resserrer les taux? Alors que déjà, cette augmentation du prix des matières premières peut être un choc économique. Bon, mais nous n'en sommes encore pas là. On ne peut pas encore parler d'hyperinflation de matières premières. Mais c'est un des thèmes du moment et qui, je pense, va de plus en plus s'imposer et qui peut avoir un impact sur le cours du Bitcoin. Si celui-ci challenge alors son statut historique de couverture contre l'inflation. Quand même un peu perdu. Alors, la Chine, dernier thème, c'était la Chine qui a tapé encore en septembre sur le cours du Bitcoin. Je vais vous montrer le hash rate. Bon, puissance de calcul sur le réseau Bitcoin. Ici, la chute du printemps dernier, c'est lorsqu'elle s'en est pris au mining, aux activités de mining en Chine, qui étaient à ce moment-là encore largement dominantes en Chine. Bon, certains sont partis, d'autres non. En tout cas, beaucoup étudient des plans B. Ça se dispatche dans le monde, on parle beaucoup du Texas, le Salvador essaye de les faire venir avec ces nouvelles sources d'énergie, la géothermie, les volcans. Bon. En tout cas, ça s'est remonté. Le hash rate continue de remonter et les récentes déclarations de la Chine n'ont pas recréé un choc sur le hash rate. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'effet Chine a été finalement réduit. Bon, très bien. Comme si finalement ça commençait à s'habituer à cette communication agressive contre la blockchain publique. Voilà donc le cadre général qui fait que le cours du Bitcoin, depuis le 30 septembre, rebondit sur 40 000 $. Alors j'ai pu expliquer la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, le rôle des 40 000 $ comme frontière chartiste, vous savez, entre le scénario haussier moyen terme et le scénario baissier moyen terme. Bon rebond sur 40 000 dès le 30 septembre. Confirmé le vendredi 1er octobre avec un plus 10. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment réengagé la tendance haussière estivale? Vous allez voir qu'il faut quand même rester prudent. Il y a encore beaucoup d'équilibre entre arguments haussiers et baissiers, mais faisons donc un tour d'horizon. Première chose que je souhaite vous montrer, c'est ce qui s'est passé. Donc, vous avez le cours du Bitcoin dans des journalières, la séance du 30 et du 1er octobre. Regardez ici les chiffres de liquidation. Le 30 octobre, il y a eu une poussée significative des liquidations short, certes pas comme fin juillet, début août, mais quelque chose, dès le 30 octobre, 4 fois plus de liquidations short que d'habitude que les dernières séances, et c'était donc cette séance qui pouvait paraître un peu passer inaperçue sur le plan technique, on revenait chercher le haut du wedge, et le lendemain, ça a accéléré. Il y a eu en effet quelque chose. Maintenant, c'est pas non plus la capitulation des vendeurs du printemps qui reste encore largement présent. En fait, les deux gros seuils techniques, 53 000 $, le rejet de liquidité du 7, les 40 000 qui ont tenu, très bien. Alors
Décompte haussier ou décompte baissier? Je vous ai montré ça la semaine dernière, c'est le décompte haussier, en vague d'Elliott, le niveau des 40 000 $. Nous serions dans une grande 5 commencée cet été, avec une première jambe cet été, et le marché aurait donc fait en septembre une vague 2 corrective, et là nous serions, pour les partisans du bull run, dans la vague 3. Si c'est vraiment le cas, la 3 doit être la plus forte. En vague d'Elliott, ça doit être la plus forte, là où il y a l'engagement du volume, de l'amplitude. Si c'est le cas, il ne faut pas trop tergiverser. Alors, il y a un début d'éléments, effectivement, des liquidations short, augmentation du volume d'échange, notamment, et de l'open interest sur le contrat futur, BTC, sur les contrats futurs, sur les différents exchanges, Binance, le CME, etc. Maintenant, il manque encore, vous allez me dire que je suis trop prudent, que je pêche par excès de prudence, mais il manque encore la séance de rupture qui viendrait effacer ça. Les énormes intérêts vendeurs du printemps, 53,60 cette zone, sont encore bien présents. Mais naturellement que le rebond sur 40 000 et ce qui se passe depuis quelques séances remet une forme d'équilibre entre les deux camps. Alors, bon, je reprends ici un graphique aussi de la capitalisation boursière totale crypto, effectivement, en hebdo. Bon, on voit très bien ce qui s'est passé en septembre, des culs conso de la hausse de l'été, on tient tous les supports. Là aussi, on retrouve cette structure en biseau sur la capitalisation boursière totale. Je reprends ici le contrat futur, rebond sur un certain nombre de supports, les 40 000, beaucoup d'outils le montrent. Ah, attention, une ligne de tendance, qu'est-ce que c'est? C'est la trendline qui attrape tous les sommets les plus saillants depuis le printemps dernier. Vous la retrouvez ici. 1 point, 2 points, j'existe, j'ai prolongé, et elle est ici. Donc, si vous voulez, à court terme, on va regarder les graphiques intraday, la dynamique reste positive. Mais si d'un point de vue de chartiste, on peut largement argumenter sur une construction technique bull assez classique, si c'est vraiment si classique que ça, sortir d'une telle figure doit s'accompagner d'une hausse significative du volume. Peut-être que c'est l'association du 30 et du 1er qui représente cette séance. Moi, je pense que non. Je me trompe peut-être. Par excès de prudence, bon, nous verrons bien. Je vous montre ici le volume, par exemple, sur le contrat futur du CME. Effectivement, il y a une augmentation intéressante depuis le 30 septembre. Bon, il y a un début de quelque chose. Oui, il y a un certain nombre d'éléments. Et au final, tout ça nous mène à quoi? Au final, tout ça nous mène à la conclusion suivante. J'ai beaucoup parlé du niveau des 40 000 $. Comme étant la frontière chartiste, hein, vous savez, entre les deux scénarios. Si vraiment on est reparti là, dans la tendance haussière estivale, maintenant c'est plus 40 000, c'est 45 000. Je sers d'une certaine façon le stop suiveur, entre guillemets, du scénario haussier. On ne peut pas repasser sous 45 000. Car si on rebascule sous 45 000, c'est que ce n'est pas une sortie haussière de biseau, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vague 3 qui serait dans sa phase initiale, et à ce moment-là, ça mettrait en péril le scénario haussier, car vous savez qu'il existe en contrepartie ceux qui mettent en avant la phase corrective du printemps, le cas baissier, qui consiste à dire que là nous ne sommes qu'en rebond technique et que 40 000 finira par céder pour aller à 20 000, et ceux-là peuvent encore argumenter, je dirais, tant qu'on se maintient sous 53 000. Vraiment là, le pivot horizontal de liquidité vendeuse. Voilà donc où nous en sommes pour le moment. Alors, je passe ici en intraday par rapport à ce qui se passe depuis quelques séances, le rebond du 30, ici il y a eu quelques liquidations short, on a fait une première vague, hier un flat, une vague corrective, on a bien résisté hier, malgré la volatilité du marché action. Les niveaux horizontaux sont hyper propres, en termes, j'appelle ça les niveaux de liquidité. On a repris les 45 000 de niveau de la Chine, on a repris les 46 700 qui ont fait support hier, malgré la volatilité de fin d'après-midi. On vient de dépasser marginalement 48 834, bon, petite div, bon, très bien. On rencontre maintenant la trendline dont je viens de vous parler, 50 000, 50 500. Crever sommet ascendant, oui, haussier, très bien. Maintenant, voilà, premier support 48 800, est-ce que ça va tenir? C'est un support intermédiaire, marginalement franchi, mais voilà, effectivement, je pense qu'on peut s'attendre à un nouveau test de cette zone, mais ça reste encore du lourd. Voilà, donc au final, je veux en venir à la conclusion que si beaucoup d'approches, le chartisme, l'approche en vague d'Elliott, la structure générale,
des éléments intermarchés mettent en avant des arguments en faveur d'une reprise de la tendance haussière estivale, je trouve que là, au moment où le bas blesse encore, c'est du côté des informations de volume. Mais peut-être que je pêche par excès de prudence, encore une fois. Mais j'ai pas encore le sentiment qu'il y a eu cette vraie séance de réengagement. Mais le 30 et 1er octobre, 30 septembre, 1er octobre sont peut-être cette séance, mais nous verrons bien. Voilà donc où nous sommes pour le moment. Donc, invalidation totale du scénario haussier en réintégration des 45 000. Au-dessus de ces 45 000, que le marché peut revenir tester. Au-dessus de ces 45 000, grand maximum. Au-dessus de ces 45 000, on reste dans cette phase ascendante. Et au final, si j'étais vraiment objectif, vraiment parfaitement objectif, le statu quo, même si ça peut paraître facile à chaque fois d'élargir les bornes, mais objectivement parlant, l'énorme range 40-53, c'est vraiment là où les deux camps continuent de s'affronter. Mais je le réduis désormais. Moi, je pense que c'est 45-53. 45-53. Là où les intérêts haussiers et baissiers, moyen long terme, s'affrontent actuellement. Alors, toujours dans ce qui me semble intéressant, je voulais vous montrer le graphique de la dominance du Bitcoin. Où est-elle ? Il y a un début. Je surveille quelque chose. Regardez à gauche, la dominance du Bitcoin, le point de renversement des 40% de dominance. Donc le poids du Bitcoin dans la capitalisation boursière totale. Un superbe point de renversement à 40%. Il y a eu un premier test, c'était en printemps dernier. On refait un test. Pas de double bottom encore, il faudra dépasser la ligne de coût. Mais je relève une belle divergence haussière de RSI. Et oui, c'est un argument favorable à l'augmentation de la part relative du BTC dans la capi boursière crypto, donc sa dominance. Ce n'est pas l'indication que le BTC va monter. Le marché pourrait fortement baisser et la dominance remonter. Vous comprenez, c'est juste son poids dans la capi totale. Mais voilà, c'est intéressant de noter ça, qu'a priori, il devrait surperformer, et notamment vis-à-vis d'OTH ce mois d'octobre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce scénario qui commence à s'imposer, ou pas, d'un hedge contre l'inflation. Que font les institutionnels ? Je me suis tourné du côté de certains fonds, notamment Grayscale, ici, et là aussi, eh bien, on peut observer, donc depuis quelques séances, un repositionnement haussier. Il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, on avait tenu tous les supports en weekly, mais il y a le début de quelque chose, effectivement. Et c'est vraiment ça qu'il faut surveiller, car si on parle de hedge contre l'inflation, il va falloir se tourner du côté des contrats d'option, des contrats à terme, des ETF, des ETP, tous les fonds là où les capitaux instituts peuvent aller. Et donc, je le surveille. Encore des résistances weekly au-dessus de la tête, mais il y a un redémarrage intéressant sur ce fonds Grayscale qui avait été précédé d'une toute petite dive haussière en données journalières. Tout ceci doit être maintenant confirmé. Ok, voilà, je pense que pour le Bitcoin, c'est tout. J'ai le sentiment d'oublier quelque chose. Peut-être que ça me reviendra, pourtant tout est noté ici. Mais voilà, donc voilà où nous sommes en données journalières. Maintenant, chacun son avis sur tout ça. Et voilà, mon avis est subjectif, mais certains pensent que la séance de rupture a déjà eu lieu, d'autres non. Vous connaissez maintenant mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Alors, ETH. Ether, même type de structure, sorte de biseau descendant. Le mouvement haussier de l'été, serions construit une 2 en septembre, et là nous serions là aussi dans une 3. Si c'est le cas, encore une fois, si c'est vraiment le point de départ d'une réplique de la hausse de l'été, celle-ci doit être puissante, avec du volume, de l'amplitude. Oui, le 30 et le 1er octobre semblent être un bon démarrage, mais il manque encore, là aussi, je pense comme sur le BTC, la vraie séance de rupture. Et donc, c'est ce niveau-là. Le niveau des 3500 $, le niveau des 3500 $ qu'il faudrait, selon moi, dépasser sur ETH pour vraiment confirmer que la hausse de l'été a repris le dessus. 50-53, 3500 $ ETH,
voilà, je dirais, les ultimes seuils, face auxquels, de toute façon, sans engagement, passera pas. Ce sont des chapes de plomb, mais avec de l'engagement haussier, du volume d'échange, de l'open interest en hausse, des liquidations short, les trois associés, ça peut permettre de dépasser les résistances. Ces données doivent être encore observées, ce qui n'est pas le cas. Alors, juste à court terme, hein, je voulais vous préciser, le tout premier support ici sur le cours de Bitcoin, les 48 800 $, s'ils sont réintégrés en intraday, c'est le signal du pullback, d'un retracement. Grand max 45, on réintègre 45, pour moi c'est fini, tout ça n'aurait été qu'un feu de paille, coup d'épée dans l'eau, ou encore d'autres expressions de ce type. Alors je reviens à ETH, parce que là je me suis dispersé. Je voulais vous montrer sur ETH, oui, donc je reviens par rapport à ETH. Je me suis posé la question vis-à-vis du BTC. Il n'y a pas vraiment de signaux du côté de la dominance de l'Ether. Il n'y a pas vraiment de signal technique non plus du côté de la force relative ETH-BTC. Non, là où je relève quelque chose, c'est sur la dominance Bitcoin. Au pire, un range, en tout cas on tient un support et à des divs, j'ai le sentiment que quel que soit le scénario du marché en octobre, BTC surperformera. Donc, voilà, tout ça pour dire que Ether, dans l'immédiat, ne devrait pas surperformer Bitcoin. Imaginons dans le cas de figure où le marché monte, BTC monterait plus vite selon moi. Et dans le cas d'un marché correctif où on retombe à 40, on casse 40 000, eh bien, l'Ether baisserait plus vite. Bon, vous voyez, c'est juste un point de vue relatif. Mais voilà, j'ai noté ça. Il semble que ce soit du côté de BTC que le lead soit, en tout cas pour ce début du mois d'octobre. BNB, alors le BNB a superbement bien tenu les 330 $. Si vous vous souvenez, hein, nous en avons parlé la semaine dernière, nous étions partout la semaine dernière au bord du gouffre. Hein. Le BTC sur les 40, le BNB c'était les 330, et est donc arrivée cette séance du 30 septembre et du 1er octobre, impulsive là aussi d'ailleurs, impulsive, hein, impulsive en termes d'amplitude, comme sur le BTC, très bien. Nous aurions réengagé donc la phase de l'été. Prochain seuil, c'est le seuil du 7 septembre. En fait, partout nous le retrouvons. 3500 $ BTC, les 450 $ du BNB, à la fois, regardez, la ligne de coup du double top de début septembre, la partie haute aussi du nuage du système Ishimoku. Bon, il y a beaucoup de résistants Kijun en weekly. C'est vraiment le prochain seuil. C'est l'équivalent des 50-53 000 $ du BTC. Et là aussi, pour faire sauter ça, il faut de l'engagement. Donc, je sais que je pêche peut-être par excès de prudence, mais c'est lorsque ces 450 BNB, 3500 Ether, 50-53 BTC vont vraiment sauter avec de l'engagement en termes de volume et différents types de volumes, que là, je pense que oui, sans aucun doute, les marchés crypto se dirigeront vers de nouveaux records historiques. Mais cette fameuse séance de rupture haussière majeure, je ne la vois pas encore. Bon, peut-être ai-je tort, peut-être il s'agit du 30 de jeudi et de vendredi dernier. Nous verrons bien. Donc test d'un seuil de ces 450, c'est vraiment le niveau majeur, c'est ça que je voulais vous montrer. DOT en quatrième partie, car vous l'avez choisi, donc en participant au traditionnel sondage. Vous retrouvez DOT à gauche en données hebdomadaires en log, à droite en journalier en arithmétique. En log, 4 temps de hausse assez net. Le quatrième était le printemps. Ça ressemble d'ailleurs à ce qu'on peut envisager sur le BTC. C'est une 4 car on n'enfonce pas le top de la 1, donc ça respecte les règles. Nous serions là aussi dans cette fameuse 5, avec une première, une 1 de la 5 cet été et là une 2, dont le marché n'est pas sorti sur d'autres sortes de structures en triangle, une compression chartiste, sans lui donner un nom. Mais effectivement, le marché est bien reparti, préserve des supports ici en weekly, les a réintégrés. J'ai aussi sur DOT à vous montrer ici, vous savez, je vous en avais parlé, un Golden Cross, croisement de la moyenne mobile à 50 jours au-dessus de la 200, qui est en train de reprendre une pente ascendante. Là aussi, hein, c'est quelque chose qui peut venir participer à l'argumentation haussière. Mais attention, le marché
n'a pas encore quitté une compression. Alors cette compression ici, certains ils voient un triangle, d'autres ils voient une énorme épaule, tête-épaule. Vous imaginez bien que c'est complètement différent. Épaule, tête-épaule, figure de renversement. Triangle chartiste, continuation de ça. Donc là aussi, comme sur BTC, ETH, BNB, il manque encore la vraie séance de rupture. Malgré le rebond depuis le 30 septembre, je ne veux pas minimiser la force de ce qui se passe depuis ce qui s'est passé le 30 et 1er octobre, mais ça ne me semble pas encore le vrai coup de feu, vous savez, sur la piste d'athlétisme. Il y a les éléments de starting block, mais il n'y a pas encore coup de feu, ce n'est pas encore parti. Surveillez donc cette compression dont le marché va sortir très prochainement et qui répondra à la question triangle chartiste de continuation ou épaule tête épaule et de renversement baissier. Alors je repasse sur le graphique du Bitcoin, on va retirer ces moyennes mobiles. Écoutez, bien voilà, hein, c'était tout pour ce mardi, ça fait 25 minutes, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et donc pour conclure, ce vendredi, donc la publication du rapport NFP, ça sera vraiment le temps fort de la semaine, et je pense que la clôture hebdomadaire de cette première semaine d'octobre répond à toutes les questions que je viens de soulever dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et passez une bonne semaine.